La planète est divisée en deux factions, ceux qui ont des contacts avec les extraterrestres et ceux qui ont des contacts avec les intraterrestres. Il existe des portes de communication entre le monde de surface et le monde intraterrestre, ainsi que des rencontres fréquentes avec des extraterrestres dans différentes régions du globe. Les États-Unis et l'Angleterre ont des contacts importants avec les intraterrestres, ce qui peut expliquer certaines manifestations de violence et de satanisme. Les gouvernements nord-planétaires ont peut-être établi un pacte avec les intraterrestres pour bénéficier de connaissances technologiques. On observe donc une division entre les individus qui cherchent le contact avec les extraterrestres, ceux en contact avec les intraterrestres et ceux qui n'ont de contact avec personne. Selon les propos de cette personne, il n'y a pas de connivence réelle entre les dirigeants politiques, mais ils sont plutôt manipulés par des mécanismes extra- ou intraterrestres. Ces individus au Canada seraient manipulés par des mécanismes intraterrestres, tandis qu'aux États-Unis, certains dirigeants auraient des contacts extraterrestres. Ces manipulations se manifestent par des influences sur les actions des dirigeants, qui seraient inconsciemment répétitifs ou perroquets des messages transmis par ces mécanismes. Les hommes en noir, quant à eux, sont des êtres extra- ou intraterrestres qui prennent l'apparence humaine et jouent le rôle de manipulateurs ou d'agents d'influence au sein des structures politiques, sociales et scientifiques. Ils peuvent intervenir dans les affaires politiques, détruire des individus trop évolués ou s'infiltrer dans des sociétés secrètes. Adolf Hitler aurait été en contact avec des hommes en noir qui l'ont introduit à différentes sociétés secrètes et qui ont influencé la direction nazie en travaillant avec Himmler. Les hommes en noir sont souvent comparés à des espions extraterrestres et peuvent prendre la place d'humains ou agir indépendamment. L'homme nouveau est confronté à des machinations et pressions matérielles exercées par certains dirigeants ou personnes faibles. Il se demande comment y faire face. Il est confronté à des goûts répulsifs difficiles à détecter, car ceux qui les manipulent ont souvent une longueur d'avance. L'homme nouveau est un être immortel, dont la matière actuelle ne peut pénétrer la densification atomique. Il ordonne aux forces astrales et belgébusiennes. Les gouvernements actuels sont faibles et dirigés par des individus forts et entourés de personnes faibles. L'homme nouveau n'a pas besoin de pactiser avec d'autres, il est son propre maître. Il cherche l'alliance de la jeunesse humaine et des forces inférieures de l'évolution, mais cela n'implique pas une division du monde en deux camps. Les fléaux des fréquences extrêmement basses, FLF, peuvent perturber le cerveau humain, mais l'homme nouveau au cerveau de plus en plus électrique serait moins affecté. Le sujet abordé dans ce texte tourne autour de l'idée de l'homme nouveau et du rôle occulte de la Syrie dans la destruction de Beyrouth. L'auteur soutient que l'homme nouveau est une personne qui a atteint un niveau avancé d'évolution et qui est capable de rester libre et indépendant face aux frustrations et aux manipulations. En ce qui concerne la Syrie, l'auteur affirme que le peuple syrien est historiquement un peuple de guerriers et que la destruction de Beyrouth vise à provoquer une intervention extérieure, qui mènera à une escalade des problématiques dans la région. Selon l'auteur, cela servira à engendrer une purification planétaire qualifiée d'apocalypse. La personne décrit une situation conflictuelle où les individus seraient manipulés pour provoquer une apocalypse globale. Il souligne que certains individus puissants pourraient intégrer ou perdre une vie lors de cette situation. De plus, il mentionne que certains individus québécois ésotériques pourraient migrer vers le bouclier canadien. Ensuite, la personne fait part d'un message d'urgence, affirmant être attaquée par des Russes et ressentant des sensations inhabituelles. Cependant, on décrit la personne comme quelqu'un de têtu qui cherche à blâmer les autres pour ses problèmes et qui manipule les autres. En conséquence, l'interlocuteur refuse de rencontrer la personne, considérant que cela serait inutile. La personne décrite dans le texte se punit elle-même et semble être passionnée par sa propre punition. Elle accepte beaucoup de choses négatives qui se produisent dans la société et s'engage dans une sorte de spirale descendante. Elle souhaite attirer l'attention des entités évoluantes en devenant méritoire, mais elle se sent attaquée par des extraterrestres et pense avoir besoin d'être sauvée. L'auteur affirme rencontrer des personnes qui sont sauvables et intéressantes à parler, mais refuse d'interagir avec celles qui ne font rien d'autre que chercher à prendre de l'énergie. Il indique également que certaines personnes qui travaillent avec lui sont victimes de manipulation, mais qu'elles essaient de prendre le contrôle de leur propre corps. Toutefois, l'auteur rejette la personne qui veut absolument lui parler de cette manière et affirme qu'il ne se soucie pas si elle se suicide, car elle se réincarnera de toute façon. Il précise que certaines de ses conférences ont été enregistrées par l'astral et vendues sur cassette, mais il affirme qu'il peut faire beaucoup dans l'astral pour contrer l'ego d'une personne. Apparemment, les Russes sont également mentionnés,
mais il n'est pas clair dans quel contexte ils sont mentionnés. Enfin, l'auteur parle de sensations de décharge électrique qu'il ressent et suggère diverses raisons possibles, comme une atmosphère sèche ou des problèmes d'électricité dans les murs. Il exprime également son aversion pour l'aspect occulte et ésotérique de ce phénomène. Dans ce texte confus, l'auteur semble exprimer des idées de manipulation, de souffrance et de prise en main de sa vie. Il parle également de l'Esprit Saint et de l'intelligence. Il suggère que la personne dont il parle devrait prendre en main sa situation et cesser de s'illusionner. Il mentionne également qu'il peut la manipuler et l'enterrer avec son énergie. Il conseille à cette personne de s'élargir en rencontrant d'autres individus et en participant à des ateliers. Finalement, il souligne qu'il est pacifique, mais que l'intelligence peut éliminer la personne dont il est question semble avoir plusieurs missions à accomplir et peut-être souffre-t-elle d'une paranoïa grandissante. L'impuissance physique est également évoquée, tant sur le plan sexuel que sur d'autres aspects. Il est suggéré que cela peut être guéri en se guérissant soi-même, selon les individus et leur psychologie. L'idée d'une impuissance physique étant un point positif est également discutée, bien que cela puisse être un problème pour le bien-être émotionnel de la personne concernée. Le sujet de la réincarnation chez les enfants est brièvement abordé, en soulignant le rôle de la génétique. Dans ce discours, il est question de la mort et de la réincarnation. L'auteur affirme que notre personnalité ne se réincarne pas dans notre enfant, mais plutôt dans l'enfant de notre enfant. Il est précisé que le temps dans le monde de la mort est différent et élastique, dépendant de la vitesse à laquelle on progresse. Le concept de temps est considéré comme une illusion et il est possible de le manipuler. L'auteur mentionne également que le temps est lié à la matière et à la création, tout en critiquant l'importance que l'on accorde au temps dans notre société. Le texte fait également référence à l'impuissance sexuelle et à la culpabilisation, affirmant que ces concepts sont inutiles et nuisibles. Il est enfin question de la possibilité de rajeunir, soulignant que le temps n'est pas une contrainte fixe et qu'il peut être modifié. En résumé, il est possible d'obtenir une solution bleutée en diluant de la teinture bleue dans l'eau, mais il est impossible de séparer les molécules de teinture des molécules d'eau par la suite. Cependant, il est important de noter que les lois physiques sont basées sur notre compréhension actuelle et peuvent évoluer avec le temps. Par exemple, avant la découverte du plomb, on utilisait l'aurical comme substitut. De nouvelles lois physiques ont été découvertes au cours du XXe siècle pour expliquer notre monde. Il est également intéressant de constater que le mental humain fonctionne différemment du reste de la matière. Alors que la matière se désintègre avec le temps, le mental humain se structure et se crée de plus en plus. Il a même la capacité de transformer la matière, comme la dilution d'une teinture. En ce qui concerne l'entropie, qui décrit la tendance à la dégradation et à la désorganisation de la matière, il existe des mécanismes de réversibilité qui ne correspondent pas exactement à l'idée d'entropie. Par exemple, les soleils se créent et explosent, ce qui va à l'encontre de la notion d'entropie. Cependant, il est important de comprendre que l'entropie se produit lorsque les forces sont équilibrées, comme lorsque le piston d'un moteur se déplace en raison de la différence de température. Le texte fait référence à la formation des nuages et des conditions particulières qui mènent à l'apparition de la vie. Il mentionne également la naissance des étoiles et des galaxies, ainsi que la réincarnation des âmes. R remet en question la notion d'entropie comme une loi cosmique et souligne son importance dans un contexte scientifique. Il aborde également la question des mémoires passées et de la réincarnation, en expliquant que cela dépend des corps physiques et de la génétique. En conclusion, il affirme que les lignées maternelles ont tendance à prédominer lors de la réincarnation, mais qu'il peut y avoir des exceptions. Selon la personne qui parle, l'évolution de l'homme se fait sur plusieurs plans, le plan matériel, le plan vital, le plan astral, le plan mental, le plan supplémentaire, le plan bouddhique et le plan intentionnel. Cependant, il est souligné que ces plans sont en réalité des illusions créées par l'humanité pour donner des repères et des séparations. L'évolution se fait dans ces plans, plutôt que sur eux. Par exemple, l'évolution se manifeste dans le plan physique par l'amélioration génétique, dans le plan astral par l'expérimentation et l'apprentissage, et dans le plan mental par la compréhension. Il est également mentionné qu'il y aura une fusion entre la mécanique humaine et une mécanique supplémentaire permettant de recevoir les phénomènes bouddhiques et intentionnels, mais que l'humanité n'a pas encore conscience de cela. L'humain est actuellement pris dans une mécanique qui reflète ce qui se passe dans les autres plans, mais il ne peut pas encore digérer ou assimiler les plans intentionnels, bouddhiques ou supplémentaires.
Une fusion se produira où la conscience lucide et non égoïque pourra bénéficier de la puissance supramentale. Cette fusion donnera naissance à quelque chose de nouveau qui n'a jamais été vu dans la création. L'évolution ne se résume pas à un simple terme, mais plutôt à un cheminement temporel à travers différentes dimensions. Les voiles, qui sont des obstacles à la conscience, sont créés principalement par l'ego et l'injusteur de pensée, et non par les plans bouddhiques ou supramentaux. La personne décrite a un ego très fort qu'elle enregistre tout le temps. Son pire défaut est qu'elle ne pense pas pouvoir changer et reste coincée dans une médiocrité qu'elle accepte. Son mental s'est tellement habitué à cette vision de l'ego qu'il croit tout ce que l'ego lui amène, sans avoir une véritable vision de lui-même. Le mental doit s'élever au-dessus de l'ego pour avoir une vision plus claire de lui-même. Il est également mentionné que les rêves sexuels peuvent être un obstacle à la connexion avec l'entité morale, car cela éloigne l'anxiété morale. Pour contrôler la pensée, une technique suggérée est de ralentir le flot de pensée jusqu'à ce qu'elle devienne plus calme, permettant ainsi à l'intelligence de se manifester. L'auteur encourage également les personnes intéressées à participer à une sortie PMC pour en apprendre davantage et passer du bon temps.